Je m'appelle De Coster Claude et donc mes parents étaient donc dans la batellerie. Donc on naviguait évidemment en France, en Belgique, en Hollande, etc. Donc pour devoir le contexte. Seulement au niveau éducatif, évidemment, on était obligé de passer par des collèges, des pensions. Et donc j'ai donc été au collège, évidemment, puis après j'étais dans un collège d'enseignement professionnel. Et dans cet enseignement professionnel, j'ai appris évidemment la mécanique, qui est d'ailleurs, la mécanique était faite d'ailleurs par un sous-officier mécanicien de la Marine nationale. Et puis, disons, pour le français, etc., disons, c'était un professeur de français qui avait même 3 licences, c'était une tête. Et donc, j'ai continué donc, dans cette branche-là jusqu'à 18 ans. Et puis à 18 ans, j'ai fait un engagement dans la Marine nationale, donc c'était à Lille, rue de l'hôpital militaire, 87 rue de l'hôpital militaire. Et donc, je me suis engagé donc à 18 ans, sous le titre de VDA. Il faut bien comprendre qu'à 18 ans, je n'avais pas la connaissance de la politique ni de quoi que ce soit. Et puis bon, eh bien, je suis engagé sous ce titre. Il faut considérer que EVDA, ça veut dire engagé volontaire par devancement d'appel. Alors donc, je ne suis pas un appelé, parce qu'un appelé c'est un conscrit qui est là à temps déterminé. Un engagé, c'est un gars qui s'engage pour aussi un temps déterminé, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Bon. Alors que moi, je me suis engagé le 13 août 1957 à Lille. Et donc, je suis parti dans la marine. J'ai commencé par être incorporé à Port-Rayon, dans l'île-et-Vilaine. Et quand j'ai demandé la marine, j'ai demandé la spécialité soit de manœuvrier Bosco, gabier, c'est-à-dire ça, c'est pour tout ce qui est, disons, la conduite du navire. Comme je venais de la navigation, bon, ça m'intéressait. Ou éventuellement comme mécanicien, puisque j'avais pris de la mécanique. Mais quand je suis arrivé là-bas, ils n'en ont pas tenu compte. Comme il leur fallait du personnel à terre, la marine, pas du personnel embarqué, parce que même l'escadre, elle était bien au chaud à Toulon, elle ne servait à rien. Il ne se servait que des bâtiments nécessiteux, c'est-à-dire les bateaux de débarquement, les escorteurs, etc. Mais tous ces gros bateaux-là, ils n'en avaient pas besoin. Ça coûtait trop cher. Donc, j'ai été dirigé au centre de Sirocco, l'école des fusiliers marins commando, qui est actuellement maintenant à Lorient. J'ai donc fait le cours là-bas pendant 3 mois. Et ensuite, le 3 décembre 1957, j'ai été incorporé dans les 3 bataillons de fusiliers marins qui étaient à la frontière marocaine, qui s'appelait la DBFM. Je ne me suis pas engagé vis-à-vis de la guerre d'Algérie. Là, on rentre dans la politique. Alors que je vous ai bien dit au départ, il fallait savoir que le service militaire était obligatoire. Bien. Donc, par conséquent, j'avais 18 ans. Tu arrives ou tu arrêtes, parce que maintenant, je considère qu'il y en a beaucoup qui font des études, mais il y en a beaucoup là-dedans que ça devient un métier. Parce que ne sachant pas ce qu'ils vont faire à l'avenir, ben, ils poursuivent les études, on verra bien après. Bon, la question là n'était pas là. La question était que ce service militaire, il fallait bien le faire à un moment ou à un autre. Par conséquent, moi je me suis dit, bon, si je choisis mon corps, c'est ce qu'il faisait d'ailleurs
tu faisais un engagement EVDA, c'est que tu choisissais ton arme. Moi, je l'ai fait dans la marine, j'aurais pu le faire dans une autre armée, par exemple. Voilà. Mais cela aurait revenu au même. Ça aurait revenu au même. Parce que, au moment de la période d'Algérie, il y avait toujours, disons, la problématique d'aller en Algérie. Ça, il n'y avait pas d'histoire. Bon. Alors moi, si vous voulez, je suis parti dans un but où ça pouvait m'apporter pour le civil, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la marine, vous n'avez que des spécialités. Si on vous engage dans la marine, ou on vous donne une spécialité, suivant évidemment l'instruction que vous avez. Donc par conséquent, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai dit, je fais un engagement à la marine, je vais demander soit d'aller en mécanique, soit d'aller comme manœuvrier. Bon, si je peux faire un temps dans ce là, je vais ressortir avec une spécialité, disons, plus approfondie. Bon, je l'ai fait au départ dans ce sens, mais je savais très bien que je n'avais pas demandé du tout d'aller dans les fusiliers marins. Et pourquoi je suis atterri là? C'est tout simplement parce que la marine ne m'a pas dit ce qu'elle allait faire de moi. Elle ne m'a pas averti. Si elle m'avait averti quand je me suis engagé, ah bah vous savez, hein, quand vous êtes engagé, vous ne tirez pas là, vous tirez directement là-bas. Moi j'aurais dit, on va laisser courir, hein. On verra bien après. Hein. J'aurais été peut-être dans le génie ou ailleurs, j'en sais rien. Mais j'aurais dit, bon, bah, laissons tomber. Mais là, si vous voulez, c'est là le côté du piège. Parce que, bon, bah, on était des innocents. Tout en sachant bien que de toute façon, on avait toujours la guerre d'Algérie qui était derrière. Et pour vous prouver ce que je dis, c'est que dans les sections qu'on avait, on avait un encadrement qui était des engagés professionnels. Et bien dans ces engagés professionnels, vous aviez des quartiers-maîtres, canonniers, ah, vous voyez les gros canons qu'il y a sur les mains, bon. Vous aviez des gabiers, des manœuvriers, vous aviez des mécaniciens, vous aviez de tout, des électriciens. De toute façon, quand à Nemours, c'est simple. Nous, la marine, on récupérait 3 GMC environ, hein, qui avaient été détériorés, qui récupéraient de l'armée de terre, voilà. Et puis avec les ingénieurs mécaniciens, puis les mécaniciens qu'ils avaient, ben, ils te refaisaient un GMC correct. Bon, donc si vous voulez, la marine, elle se suffisait à elle-même. Ils avaient même là-bas, alors là je ne peux pas vous dire le nombre, mais c'est pas une blague, hein, ça j'ai le journal encore. Ils avaient des marins à cheval. Ils avaient, alors je ne peux pas vous dire le nombre, hein, ils avaient des sections de marins à cheval. Et j'ai une photo du journal local là-bas, où on voit les gars défiler le 14 juillet à cheval. C'est pour vous dire que on a fait un peu tout ce qui leur passait par la tête, on l'a fait, je veux dire. Et là, j'ai été incorporé au 1er bataillon et à la 14e compagnie. Et là, ben, évidemment, j'étais en section évidemment de combat. Et ma spécialité en section de combat, c'était voltigeur de pointe. Certaines disons, corps d'armée dira, nous c'était voltigeur, il y en a qui disent c'est éclaireur, enfin bref, souvent ça change un peu de nom, mais enfin ça revient un peu au même. C'est-à-dire qu'on marche toujours devant, et évidemment on est les premiers à tomber dans l'embuscade, si évidemment ça c'est notre travail, c'est-à-dire d'être les premiers à regarder partout. Je vais vous expliquer une chose, c'est pour vous dire qu'on avait des professionnels. On arrive là-bas, on ne se connaissait pas. Même entre nous, on ne se connaissait pas. Et puis, le tas d'armes, il était là par terre. Parce que les gars, évidemment, c'était une relève. Donc, tous les armes étaient là. Donc, il y a un maître. Et puis, il regarde le gars. Il prend une arme et lui donne. Il prend une arme et lui donne. Et vas-y, touche comme ça. Nous, on ne dit rien. Chaque fois qu'il nous donne, on ne dit rien. Il arrive à moi,
m'en souviendrai toujours. Il y avait un, ça lui, alors il s'appelait Gérard Gaborin, c'était un serrurier, je sais pas, il avait eu un accident, il avait eu un doigt de coupé. Mais ça dans le civil. Hein. Et donc, il était plus petit que moi, et donc, il arrive à lui, il prend une matte, hein, matte 49, il lui donne. Et il arrive à moi, il prend le fusil. Nous, on avait une interprétation, on disait lance-patate. En réalité, c'est un fusil où tu as des grenades à fusil qui se mettent sur le bout du canon, et vous mettez une cartouche, que c'est de la poudre. Vous avez quand même ce qu'il faut pour, évidemment, pour aligner le tir. Et évidemment, ça, c'est le problème que si, par exemple, vous avez un groupe qui est caché derrière un mur, hop, et la grenade, quand elle arrive, elle percute le sol et elle explose. Pouf. Alors, déjà, il ne faut pas oublier, à l'école des fusiliers marins, on était parti de A à Z, jusqu'au canon, au canon de 75. Hein. Donc, on avait quand même dû ingurgiter pas mal de la nitroglycérine et puis tout ce qui s'ensuit. On nous avait appris à faire la salade, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Alors donc, alors je ne sais pas si c'est la tête que j'ai fait ou quoi, je ne sais pas. Il s'en va, il revient et dit, vous changez les armes. Oh, tu prends la batte et lui il va prendre le pistolet. Et après, il nous envoie dans la nature, donc un endroit neutre, et puis là, tout le monde au tir. Il y en avait un, alors c'est pour ça que, moi si vous voulez, il y a ou c'est un coup de chance, ou c'est quand même, disons, des gens qui ont un coup d'œil, du métier. Ils avaient donné le fusil mitrailleur à un gars qui était du Gros du Roi, c'était un pêcheur. Il s'appelait Enjolras. C'était un brave gars, hein. Mais il était un peu lourd. C'est-à-dire que quand tu voulais le faire courir, il tapait un peu au derrière. Mais quand il était installé avec le fusil mitrailleur, ben, c'était pas la peine de mettre ton derrière à 1500 mètres. Hein. Parce que là, tu aurais revenu avec des trous dedans. Ah la vache, nous-mêmes on était sidérés. On dit, ben, alors là c'est pas mal. Et il bégayait. Quand il s'apprenait, il bégayait. Alors, nous, on était obligés de rire parce qu'on dit, franchement, comment il pouvait bien savoir? Bon, voilà. Et quand il a changé d'arme avec le gars, on a fait plusieurs fois des exercices. J'étais incapable de tirer mieux que lui des grenades. Parce que lui, il en avait marre. C'était des grenades, il fallait qu'il les porte. Et puis en plus de ça, il y avait des petites ailettes, elles lui bouffaient le dos, hein, parce que disons, on tatoue ça toute la journée sur le dos, quand même. Hein. Il n'y a personne de la section qui tirait mieux que lui. Même quand il ne voulait pas bien, il tirait encore mieux que nous. Et donc, voilà. Et moi, au niveau de la maths, eh ben, ça a été pareil, parce que bon, on a fait des exercices de tir, et puis évidemment, il s'est aperçu que, disons, j'avais une dextérité avec, bon, parce qu'il y a une certaine précision. C'est pas la même arme, il faut s'adapter à l'arme, mais disons, par rapport à lui, j'avais une précision qu'il n'avait pas. Donc, si vous voulez, et c'est comme ça, par rapport à l'arme, qui forme sa section. Parce que le gars qui porte le fusil mitrailleur, et puis il a des pourvoyeurs avec lui, parce qu'il faut que le gars il porte les mains et tout ça. Donc, lui, il ne se trouve jamais en tête de section. Il se trouve, s'il y a 2 fusils mitrailleurs, il les dispose à peu près, disons, mais vers le milieu de la section. Tandis que lorsque tu as une arme légère, comme par exemple une matte sur un fusil, et bien s'il faut rentrer dans une pièce, c'est celui qui a la matte qui va rentrer, qui va être le premier. Pourquoi? Parce que c'est une arme de courte portée, donc il faut être rapide, et puis évidemment c'est un peu, là il ne faut pas que tu prennes le temps de, voilà, non, là il faut, voilà. Et donc c'est suivant l'arme que le chef de section, il forme sa section.
Et la nuit, alors la nuit, quand on était en patrouille de nuit, alors là, ça c'était étant, j'étais le dernier, je fermais la marche. Encore toujours pareil pour couvrir les autres. Voilà. Donc, à ce sujet-là, bon, ben, je vais passer tout de suite sur le fait que c'est arrivé plusieurs fois, mais je vais en citer un qui a été particulièrement sanglant, si j'ose dire, c'est que la spécialité, quand on attaque une section, c'est de l'attaquer soit par le milieu, on la coupe en deux, soit de l'attaquer par l'arrière, comme ça désoriente les commandements. Et donc, là, c'est ce qui s'est passé, on s'est fait allumer par l'arrière. Moi, qui était évidemment le premier vis-à-vis de l'arrière, c'était évident, j'ai rien eu. Mon précédent, parce qu'on était à vue, hein, donc à 400 mètres de l'un l'autre, hein, c'était la vie, hein. Il n'a rien eu, mais par contre, le troisième, en partant de l'arrière évidemment, alors lui, par contre, lui, il a eu la rafale qui lui a déchiqueté le coude, là, et je vous garantis qu'il se vidait de son sang. Alors, comme de toute façon ça a été une attaque surprise et qu'il n'avait pas l'intention, parce que lorsqu'il nous tombait dessus et qu'on était une section, et bien souvent ils décrochaient, parce que sinon ça tournait mal pour eux. Alors donc, dans la calmie, je me suis précipité dessus, et puis je lui ai fait un garrot, parce que sinon le gars il n'aurait pas résisté longtemps, hein, parce qu'on a que 5 litres, je crois, de sang, il n'aurait pas mis longtemps pour être vide. Hein. Donc je lui ai fait un garrot. Puis après, il est parti, disons, quand on a été appuyé, il est tout de suite parti à l'hosto. Et donc, ce qu'il y a de surprenant, son lettre, parce que c'est quand même choquant, mais son cerveau était bloqué sur la blessure de son bras, et il avait pris une balle dans le fessier, il s'en était pas rendu compte. Moi non plus, du fait qu'il n'en a pas parlé, hein, moi non plus. C'est après, quand il a été à l'hosto, qu'ils l'ont découvert. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est encore une anecdote du combat. Alors, pour disons, les risques, souvent, des risques, il y en avait pas mal. On faisait énormément, par exemple, des patrouilles. De toute façon, on était toujours dehors, de toute façon, jour et nuit. Donc, comme j'étais devant, j'ai eu une fois deux belles surprises. Une, le long d'une voie ferrée, où j'ai découvert un trou, alors à peu près ça de profondeur, comme ça. Bon, top, dès que je m'arrêtais, tout le monde s'arrêtait, évidemment. Et donc le maître, parce que nous c'est des maîtres, des premiers maîtres, etc. Il est arrivé, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, il dit ça, c'est une mine antipersonnelle. Alors ça bondit, et quand ça explose, bien évidemment ça arrose. Alors, si vous voulez, si j'appuie là-dessus, c'est parce que tout le commandement qu'on avait, ce n'était que des vétérans, si j'ose dire. C'était des gars qui avaient fait 2-3 guerres, hein, ils avaient fait le débarquement de Provence, l'Indochine, enfin bref, ils arrivaient là. Donc c'était des professionnels qui n'avaient pas dans la tête, comme pour certains qui peuvent se dire, bon oui, des bouchers, non. Ils disaient, nous on fait la guerre, parce qu'on a choisi ça, mais il dit, nous, des morts, il dit, ça ne nous intéresse pas parce que ça ne sert plus à rien. Alors il dit, nous, il dit, premièrement, il faut rendre compte, il dit, pourquoi il est mort, mais en plus de ça, il dit, on n'a plus de combattants. Donc vous voyez, c'était le côté humain de l'histoire. Mais c'était vraiment, on faisait le métier. Voilà, on faisait le métier, donc avec tous ces risques. Comme une fois, bon ben, avec une mine anti-char, où il y avait un fil ils avaient mis un fil de nylon, presque invisible, parce qu'il était vu quand même, et puis il avait pigé une mine anti-char à peu près à 10-15 mètres de là. Là, j'ai autant vous dire que là, ça fait du dégât aussi. Bon, c'est des anecdotes que je vous parle, parce que, bon, disons que c'est quand même, bon, on est passé par là, quoi. Et donc, il fallait que j'en parle. Bon. Alors après, bon, il y en a eu d'autres aussi. On a fait beaucoup de risques. Pourquoi? Parce qu'il fut un moment où ils avaient
les 3 bataillons là, ils avaient été formés par l'amiral Ponchardier, qui avait un surnom qu'il avait appelé le Ponche. Bon, c'était un guerrier en Indochine, mais bon, il a été renommé aussi d'ailleurs, il a des antécédents. Vous pouvez aller au fort d'Evry, vous avez des histoires sur les fusiliers marins. Bon. Donc c'est lui qui l'avait formé ça. Et donc, pour vous dire qu'on prenait des risques, c'est parce qu'à un moment donné, une section, ils ne voulaient plus trop nous attaquer. Ils laissaient des plumes. Alors ils avaient dit, ben, puisque c'est comme ça, eh ben, on fera les patrouilles à 3. Et on sortait à 3. Alors à 3, évidemment, je vous garantis qu'il fallait ouvrir l'œil. C'était pas évident. Mais pour vous donner aussi un autre exemple, on avait un poste, parce qu'il fallait bien qu'on ait un poste disons, à la compagnie, et il était situé entre un oued, une voie ferrée et une route, et encadré par 3 pitons, c'est-à-dire que, vous voyez à peu près le bâtiment qui est là-bas, avec un fusil mitrailleur, il pouvait bien nous arroser. Une fois, alors là je peux vous dire que ça a été la nuit la plus longue que j'ai passée de ma vie, quand j'étais là-bas. Parce que, sur le coup de 21h, il est arrivé, donc on est 3 sections, là, parce qu'il y avait 2 sections qui étaient un peu plus loin, dans une autre base, on était 3 sections. Donc ça fait environ 90 hommes à peu près. Il y a arrivé donc une compagnie de commando, donc 4 sections, avec 3 GMC, un AFTRAC, 2 jeeps, et tout le monde s'est mis au centre de la base. Cette base était, enfin ce poste, était composé de 3, je disais des villas à l'époque, mais maintenant on dirait des pavillons, qui avaient été abandonnés évidemment par les occupants, et c'est tout qui l'occupait. Et à 22h, quand la nuit est tombée, ils sont tous partis. Tous. La compagnie de commando, parce que quand on disait commando, c'est parce qu'eux, ils étaient engagés en longue durée, et ils étaient affectés, disons, ça faisait une compagnie qui n'avait pas, si vous voulez, les mêmes obligations que nous. Mais sinon, on faisait le même boulot. Et donc, ce qui fait que, bon, ils sont partis, nous, nos 3 sections sont parties aussi, et on est resté à 2 pour surveiller le poste, de 22h jusqu'à 7h du matin. Et donc, mon collègue, quand j'ai vu ça, on a été désignés à 2, donc on a fait notre travail, et je lui ai dit, si on se sépare, avec la position qu'on avait 3 postes de garde, et j'ai dit, si on commence à tourner en rond les uns dans les autres, là, en voulant faire ça, et on va finir par se tirer dessus. Et j'ai dit, alors on va monter dans l'AFTRAC, on va se mettre dos à dos, donc toi tu as 360 degrés, moi j'en ai 360. On tire sur tout ce qui bouge, et il y a une chose qui est sûre, on se met dos à dos, c'est-à-dire que on se donne des coups de coude pour qu'il n'y en ait pas un qui ait envie de dormir. Et on a passé la nuit comme ça à garder, et à 7h du matin, quand on a vu les copains rentrer, je vous garantis que le coup de KO, on l'a. On était content de le voir, parce que là, la nuit était un peu longue. Bon, si vous voulez, ça, ce sont des anecdotes de combat, c'est-à-dire qu'on était toujours opérationnel. Nous, on dormait pratiquement toujours habillés, parce que l'arme était toujours à portée de la main, et la première chose qu'il fallait qu'on fasse, c'est que lorsqu'on revenait d'opération, eh bien, c'était la première chose à faire avant toute chose, c'était démonter l'arme et de la nettoyer. Ça, c'était la première chose qu'on devait faire. Et il s'est arrivé qu'une fois, j'ai failli me faire descendre dans mon lit. Un lit qu'on ne voyait pas souvent, mais enfin bref, il était là quand même. Et donc, c'était une autre section. Ils sont rentrés avant nous. Et puis évidemment, la fatigue. Ça joue sur tout le monde.
Le gars, ça c'est obligatoire, ça fait partie disons, du travail. Il faut toujours donner 2 coups de sécurité à l'arme, évidemment en le dirigeant pour voir s'il n'y a pas une balle qui reste dans le canon, et puis on la démonte. Ben, lui c'est ce qu'il a fait, mais il a oublié de tirer le chargeur. Ah, ce qui fait que la rafale elle est partie, ça a traversé, donc, alors on avait des, là où on était, là, c'était quand on était sur une autre base, c'était au terrain d'aviation de Nemours. C'était des baraquements qui étaient faits avec des cloisons en paille pressée, vous savez. Je ne sais pas si vous voyez, avec du torchis. Alors vous pensez bien que ça n'a pas amorti les balles, et ça a été vraiment juste à la hauteur de mon lit. Et quand je suis arrivé, ben, nous on est arrivé peut-être 2 heures après, il y en a un qui me dit, ben, il y en a un, il l'a échappé belle, il dit, parce que s'il était arrivé avant, il était descendu dans son lit. Machinalement, j'ai dit, bon, ça c'est encore un coup de fatigue, hein. C'est encore un coup de pompe. Hein. Mais seulement quand moi, je me suis assis sur mon lit, parce qu'on avait que ça, je suis sur mon lit, puis j'ai voulu démonter mon arme, là ça m'a revenu au cerveau, puis quand je me suis retourné. Alors là, j'ai dit, ah ben merde, alors là, je n'ai pas passé loin. Alors, pour vous dire que la fatigue, elle joue un grand rôle, parce qu'il m'est venu à l'esprit, et ça, je ne l'oublie pas, il m'est arrivé de faire une belle connerie. Mais alors celle-là, elle était, d'ailleurs, je m'en suis jamais vanté, parce que franchement, maintenant, j'ai vu le danger, maintenant, de ce côté-là. Mais quand on faisait que des opérations et des ratissages, alors le ratissage, c'est très simple. On partait en ligne, à vue, et on remontait comme ça dans les oueds, dans les vallées, etc. Et il s'est trouvé qu'à Sebdou, dans une opération sur Sebdou, je me suis trouvé face à un trou. Parce que les caches, ils profitent évidemment de la nature. Mais alors, c'était un trou, donc c'était une cache. Hein. Et machinalement, chose que j'aurais pas dû faire sans disons, la protection pour l'un des autres, parce que là, ça aurait fallu. Eh bien, je me suis baissé pour voir ce qu'il y avait dans le trou. Mais on avait des chasubles avec 5 chargeurs devant, de maths, et 5 chargeurs derrière, ce qui faisait du poids. Plus les grenades. Alors les grenades, on les a trachées après les bretelles, et il y en a une qui est tombée dedans. Eh bien, j'ai pas réfléchi, je suis descendu dans le trou, et j'ai recherché ma grenade, je suis remonté. Et là, j'avoue franchement que s'il y avait eu quelqu'un, ou il y avait peut-être quelqu'un, mais il a peut-être hésité parce qu'il n'a pas voulu se faire dévoiler, parce qu'il a dit, bon ça on n'en sait rien, mais moi j'ai pas traîné dans le trou, hein, c'est un fait. Mais comme il faisait noir là-dedans, j'ai ramassé ma grenade et je suis remonté. Mais quand j'y pense, ben, je peux dire que j'ai fait une belle connerie. J'ai risqué pour rien, pour pas grand-chose, j'ai risqué quand même. Bon. C'est qu'un jour, en patrouille de nuit, à Thienne, il y avait un village qui s'appelait Thienne. Alors ça, c'était un village renommé qui servait de passage, de relais pour ceux qui arrivaient à traverser le Maroc, à la frontière. Alors, il fallait d'abord qu'ils traversent les lignes du 3e bataillon qui était sur la frontière, qui eux avaient, si vous voulez, des façons de combattre. On adapte toujours le combat à la situation. Après, il y avait un peu le 2e bataillon qui était en couverture, et nous, on était au 1er bataillon qui, nous, était beaucoup plus opérationnel. Parce que pour ne pas dégarnir le rideau, eh bien nous, on fait les opérations d'hyportée. On allait partout. Il suffisait que le général, monsieur Intel, il déclenche une opération dans un coin, il disait, moi j'ai besoin d'autant de légionnaires, j'ai besoin d'autant de marins, j'ai besoin d'autant de... Voilà, et puis nous, crac, le commandement, bah allez hop, on embarquait dans les camions, équipés armés, et on ne savait pas où on allait. Des fois, on avait à manger pour 3 heures, en nous disant, on fait une simple patrouille, on revenait 3-4 jours après. Alors là, après, c'était... Tu te démerdes. Tu manges ce que tu trouves. Hein. Alors, et donc, ça nous arrivait plus d'une fois. Ah, il n'y avait personne qui avait du cholestérol, bon, il n'y avait pas de danger. Alors donc, ça, c'était courant. Un jour, en patrouille de nuit, donc, ce bon Dieu de village, il était encaissé, et il y avait un plateau. Donc, il y avait un plateau. Et nous, on est arrivés. Mais nous, on avait dû être vendus. On est arrivés en travers du plateau pour aller dans le village.
Mais on s'est fait cueillir avec une mitrailleuse. Ils avaient mis une mitrailleuse en haut de la mosquée. Et puis donc, heureusement qu'ils nous ont attaqués, c'était la nuit. Hein. Ils n'ont pas eu la visibilité pour ajuster leur tir correctement. Mais je peux vous garantir que quand vous êtes allongé le nez dans la terre, et puis que vous entendez que ça vous passe aux oreilles, vous n'avez vraiment pas envie de penser à autre chose, hein, je peux vous garantir. Donc ça aussi, ça a été un souvenir assez... Bon, il a quand même fallu que 2 automitrailleuses ils viennent nous sortir de là, parce que les gars, ils n'avaient pas envie de déloger. Alors ils ont évidemment, à la radio, tout de suite, ils ont envoyé 2 automitrailleuses. Et puis alors les gars, bon bah évidemment, là, les gars, ils n'ont pas resté. Et ce qu'il y avait d'incroyable, c'est que régulièrement, on patrouillait dans ce village, et dans la mosquée, ça je peux vous garantir que je ne le faisais pas, mais bon, il n'y a personne qui me défend, il n'y avait pas de danger. Eh bien, ils avaient fait un faux plafond. Alors nous, on faisait un tour dans la mosquée, mais évidemment, on ne tirait pas au plafond, c'est tout. Et les gars, ils étaient là. Ils étaient là, en repos, et ils profitaient après de poursuivre leur chemin, où ils se regroupaient évidemment à l'intérieur de l'Algérie, dans différents coins, hein, pour les wilayas ci, les wilayas là, et puis voilà. Voilà un petit peu, disons, tout ça c'est des... Bon, c'est des... Par contre, moi j'ai un copain, il s'est fait avoir d'une balle dans la tête, dans ma section, un gars isolé qui avait un fusil, avec à l'époque, il n'y en avait pas tellement, mais il commençait à en avoir, avec une lunette infrarouge. Ah, le gars claque. Ah ben toujours pareil, hein. Le mec il avait bien appris 2 jours ses profils, ses distances, ceci et cela. Et puis alors après, ben, le temps que tu te remues, toi, en pleine nuit, bon, ben, le gars, il a eu le temps de déménager. Hein. Ça, c'était malheureusement, c'était le harcèlement de cette manière-là. Parce que si on prenait le combat dans la réalité des choses sur la guerre d'Algérie, il faut bien savoir qu'on était 400 000 hommes là-bas, eux, on les estimait à 25 000. Ben, si vous preniez seulement... Allez, je vais quand même pas prendre n'importe qui, mais si vous prenez par exemple 3000 fusiliers marins ou 3000 parachutistes, c'est-à-dire des corps d'armée ou 3000 légionnaires, les 25 000, ils ne nous auraient pas fait peur, parce qu'on avait quand même un armement et disons un entraînement poussé, parce que l'entraînement était poussé, parce que moi j'ai quand même fait l'école des fusiliers marins, et après à Nemours, à peu près 3 ou 4 mois après, ils nous ont refait encore un cours de contre-guérilla. Alors, des fois même, je ris un peu parce que certains, je ne vais pas citer le nom, mais qui disent ah oui, moi j'étais instructeur, hein, même dont des gens que vous connaissez, ah oui, mais des grenades en plâtre. Ben, ils ne savent pas que nous, on ne faisait pas le coup de l'entraînement avec des grenades en plâtre. On les faisait avec des grenades réelles. Et puis il y avait un mur de protection. L'instructeur était derrière le mur, et toi tu étais de l'autre côté du mur. Et il te disait, voilà, c'est moi qui compte. Et une grenade, vous savez, elle pète entre 5 et 7 secondes. Si elle est conforme. Ça peut arriver qu'elle pète avant. Et bien il dit, dégoupiller, et lui il comptait. Et quand il disait, je suis à 4, tu balances. Si tu l'as balancé avant, il te disait rien. Ils étaient bien là. Bon, ben, tu sais ce que tu vas faire. Ben, tant, si la caisse, elle ne suffit pas, on ira en rechercher une. Vous voyez un peu le système, quoi. Donc, voilà, on a été entraîné pour ça, bon, on le faisait. Mais au départ, c'était pas ce que j'avais recherché. Au départ, c'est pas ce que j'avais recherché. J'avais recherché, bon. Et c'est évident qu'on n'avait pas anticipé non plus que la guerre d'Algérie, c'était la guerre d'Algérie. Moi, je vais être un peu froid, parce que, disons que le contact avec la population, oui, on en a fatalement. Puisque de toute façon, quand on fait des opérations, quand il y a un problème dans un village, quand il y a par exemple une mine qui a été mise, ou etc., alors là, on n'était pas détendre. Quand il y a un gars qui se faisait assaisonner, bon, là, à partir de ce moment-là, bon, ils étaient à l'endroit rouge, hein. Bon.
Et évidemment, le commandement, il faisait ce qu'il fallait faire. Alors donc, évidemment, moi je ne peux pas dire qu'on était des pacificateurs, mais on n'était pas non plus, on ne tirait pas sur la population. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de mal à la population à partir du moment où la population ne nous faisait rien. Mais on savait très bien que la population, elle n'était pas pour nous. Quand il fallait peut-être même se méfier plus de ceux qui étaient plus joviales que voilà. Alors donc, si vous voulez, on avait quand même, bon, pas un mauvais contact, mais un contact froid. Pour vous donner un exemple de la première opération que j'ai faite, parce que c'était quand même des gens qui avaient du métier, on est arrivé, donc on était une compagnie de relève. Donc on avait l'expérience de l'entraînement, l'instruction, mais on n'avait pas l'expérience du terrain. Et donc, ils avaient pris la précaution, parce que nos commandants de compagnie, nous, c'était des enseignes de vaisseaux, de galop. Pratiquement tous. Et donc, il y a une autre compagnie qui était venue en appui. La première opération qu'on a fait, au jour, on a bouclé un village, et automatiquement, on est arrivé dans ce village. Alors ça, c'est traditionnel. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Mais il fallait les sortir des mechtas. Et moi, ben évidemment, eux, ils n'étaient pas plus bêtes, ils voyaient bien quand ils avaient affaire à des gars qui étaient alliés ou avec des gars qui étaient plus ou moins... Et donc, je me suis retrouvé devant une mechta, et puis quand j'ai fait sortir une femme, il y en avait deux autres dedans. Alors, il y avait une ribambelle de gosses, alors, j'en sortais une, je sortais la deuxième, la première alors rentrait, il y avait toujours pas, puis j'en sortais pas. Puis d'un seul coup, j'ai entendu une voix derrière moi qui m'amène. Et alors, elle dit, comment que ça va? J'avais jamais vu le gars. Et alors, ils interrompent moi. Et puis c'était un enseigne de vaisseau. C'était le commandant de l'autre compagnie. Moi je me retourne, ben, je dis, lieutenant, je ne sais pas. Mais j'ai dit, ça n'a pas l'air de bien fonctionner les ordres que j'ai donnés. Il dit, je vais te faire voir. Comment qu'il faut faire? Quand ça se présente comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Il s'est amené à la porte de la Mécha et il a dit, tout le monde dort dans 5 minutes. Là, la première qui est sortie, alors je verrai toujours, il avait un PA, un seul pistolet. Il avait une grande canne. Alors, la première qui est sortie, il t'y a mis un coup de canne sur la tronche. Et puis, vu sa grandeur, il y a des pompes, il faut voir, il t'y a mis un de ses coups de pied dans le derrière. Oh, l'autre, elle a décollé. La deuxième, elle a voulu s'échapper, elle y a eu droit, et la troisième aussi. Oh, moi, ça n'a pas mis 5 minutes. Hein. 2 minutes après, il n'y avait plus rien. Il s'est retourné sur moi, il a dit, tu vois, ben, il dit, c'est comme ça qu'il faut. Ah ben, je vous garantis que dans la première ambiance que j'ai eue, ben, si vous voulez, là. Alors le problème était que, sur le point de vue autorité, la population jouait aussi un petit peu là-dessus. Faut pas se leurrer. Ce type d'engagement, ben, c'était un piège pour des innocents, parce que dans l'histoire, on était des innocents. Parce que VDA, ben, je ne connaissais pas la date que j'allais finir. J'ai entendu tout. Je pouvais faire 3 ans, je pouvais faire 4 ans, en bref. Parce qu'il n'y avait pas de temps déterminé. Bon. Malgré tout, ils nous ont tenus, moi, ils m'ont tenu, disons, dans un temps relativement correct. Bon, les gars, ils faisaient 28 mois, j'ai fait une trentaine, moi, bon. Et donc, par contre, en Algérie, j'ai fait que le temps de l'instruction et un an de combat. Et après, j'ai été rapatrié sur Toulon. Et ensuite, là, au dépôt des équipages de la flotte, ils m'ont envoyé à la base navale, qui était un centre d'expérience anti-sous-marine, à Fréjus-Saint-Raphaël. Et donc là, à Fréjus-Saint-Raphaël, je suis parti avec un souvenir, disons, ben, pas très agréable. C'est-à-dire qu'un jour, ils m'ont dit, bon ben voilà, c'était donc au
1959. Bon, ben, le 3 décembre, c'est terminé pour vous, on vous lâche. Bon, ben, j'ai dit ok. Bon, comme j'avais pas pris la décision de rempiler, bon, ben, j'ai dit ok, c'est bon. Seulement dans la nuit du 2 au 3 décembre, le barrage de Malpassé à 21h45, il a sauté. Ce qui fait qu'il y a une vague qui est passée à 50 km/h dans la base, parce que nous, en réalité, on était en bord de mer. Donc ça a nettoyé la ville, ça a nettoyé toute la voie ferrée, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il pouvait. Et puis tout ça, ça a traversé la base, une partie, hein, parce que, bon, évidemment, il y a une partie qui a ravagé la ville. Et puis donc, eh ben, le lendemain, l'état-major de Toulon, comme l'état-major de l'armée de terre, parce qu'il y a des, je veux dire, des marsouins, parce que j'ai tellement entendu ce mot-là que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'armée de terre que je ne connais pas, ils se sont dit, la base navale, il y en a plus. Mais donc, le bâtiment a tenu le coup, les appareils, évidemment, ils ont passé sous l'eau, et le lendemain matin, avec de l'eau, ben, à mi-corps, quoi, et bien on a formé des groupes, et on a fait le ratissage dans la ville, à ramasser les macadés. On ne peut pas dire autrement. Alors là, je peux vous garantir que ça, comme désastre, c'est un désastre. On parle de, bon, de beaucoup de choses, mais je peux vous garantir que là, c'en était un. Parce que tout est ravagé, les maisons sont à moins écroulées, vous rentrez, il y a des immondices partout, vous retrouvez une petite mémère par ici, une femme par là, un gosse. Alors, ramasser tout ça, là, j'avoue que j'ai perdu un peu la notion du temps. Parce que, bon, je faisais durable, je ne peux même pas dire combien de temps j'en ai fait, parce que, bon, j'ai perdu la notion du temps. Et puis donc, vous savez, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de boire quand on a à ramasser des morts. Je sais pas, moi on était écœurés, surtout, bon, voilà. Et donc, un beau jour, je ne peux pas dire lequel, combien de temps ça a duré, il y a moi j'appelais ça des gratte-papier, un gars du bureau qui est arrivé, on était trois, il y avait 2 Bretons et moi. Et il est arrivé sur nous, il a dit, mais les gars, il dit, vous avez fini vous? Alors il dit, le commandant de la base, il a dit que vous pouvez partir quand vous voulez. Mais on ne peut rien faire pour vous, vous vous débrouillez. Vous nous laissez une adresse et on vous enverra votre livret militaire, enfin les papiers, voilà. Donc, un matin, on est parti. Alors, je suis incapable, le jour où je suis parti, de dire l'heure, de dire par où j'ai passé. Je sais qu'une chose, c'est que le lendemain matin, sur le coup de 8h30, 9h, j'ai été sur le parvis de la gare de Lyon, ici à Paris, avec mes 2 gars. Et puis, ben, on avait le ventre vide, on n'avait pas d'argent, parce qu'on était fauchés comme des blés. D'ailleurs, premièrement, on n'a rien payé pour venir, on rentrait, parce que on ne nous a rien demandé non plus, parce qu'on avait des têtes à pas être approchées. Et puis donc, quand on est arrivé là, mes 2 Bretons, je les verrai toujours, il y en avait un dans les 2 qui avait passé 3 heures sur un poteau de basket à laisser passer la vague, donc lui n'était pas revenu de loin non plus. Et donc, il me dit à moi, il dit, tu vas où? Ben, je dis, moi je vais vers l'est. Ben, il dit, nous on va vers l'ouest. On s'est serré la main, on ne s'est plus jamais revu. Là ici vous avez la mer. Vous avez la mer. Là vous aviez la base était là. Donc il y avait un grand bâtiment. Et après il y avait des petits bâtiments. Alors c'est ceux-là, il y en a, je vous dis, il y en a, ils ont eu vraiment juste le temps de se tirer. Hein. Et donc, le barrage était à 8 km de là, par rapport à la mer. Et donc, quand le barrage il a lâché, il a tombé sur Fréjus, les arènes, etc. Il a tombé sur la ville de Fréjus. Il y avait la voie de chemin de fer et l'autoroute qui passait là derrière, plus loin. Ça a tout détruit. Et une partie quand même qui est passée à côté, hein, tout n'est pas passé là. Mais l'Argence, la petite rivière de l'Argence,
qui coulait de là-bas passait à côté de la base. Et donc, tout nous est tombé dessus. Ce qui fait que le bâtiment, avec les hélicoptères et tout ce qui sont suivis, et beaucoup de matériel à la base, eh bien, il y a eu quand même environ 4,50 mètres à 5 mètres d'eau sur la hauteur qui a passé. Et environ à 50 km/h. Vous voyez la poussée d'eau que ça fait. Tu n'arrêtes pas une vague comme ça. Et donc, ça a même détruit, parce qu'il y avait entre les bâtiments et la bordure de mer, et après la plage, il y avait un parking, je veux dire un parking, où tu avais les hélicos et tout ça. Mais attention, il y avait ça de caillasse et de bitume. Et bien la plage est arrivée à la porte du bâtiment. Ça avait tellement raviné, tellement ravagé que tout était détruit. Mais disons que nous, d'une façon corporelle, on n'a pas eu de perte. Par contre, comme c'était une base anti-sous-marine et qu'il y avait beaucoup d'appareils, il y avait beaucoup d'officiers, de sous-officiers, disons du personnel navigant, où ces appareils, il y avait des radars dedans. Et donc, ils faisaient des exercices avec les sous-marins français, mais aussi américains et tout ça. C'était pour détecter, vous voyez, avec tout l'ordre. Donc, c'est un centre d'expérience. Il y a un officier, à ma connaissance, qui est venu à mes oreilles, qui lui avait été donc, je crois, une durée de 3 ans. Vous savez, des fois, eux, on dit, bon, ben voilà, ils partent, mais c'est pour 3 ans. Donc, il avait femme et enfant. Il avait donc loué une maison là, dans le secteur. Et lui, quand il s'est réveillé le matin, il n'y avait vu personne. Ça a été la seule chose vis-à-vis de la base au niveau corporel que j'ai eu écho. Alors, pour en revenir à mon livret militaire, eh bien, en effet, 3 semaines après, à peu près, parce que je vous dis, j'ai perdu, il y a été un moment, j'étais un petit... Parce que là, quand je vois que maintenant, les gars, on leur fait un pétard au derrière, on leur met un psy, bon, moi, j'ai jamais eu de psy à chaque coup dur. T'étais bien, tu surnages ou tu te débrouilles. Et donc, j'ai été à un moment, bon, j'étais vraiment écœuré de tout. Donc, le livret militaire est arrivé à Strasbourg. Et donc, j'ai récupéré là-bas au port de Strasbourg. Et il y avait donc un mandat de 27 000 francs anciens. Alors, pour vous donner un aperçu de ce que ça pouvait valoir, ça valait la valeur d'un vélo. Mais un vélo ordinaire, hein. Pas un vélo de course, un vélo ordinaire. Bon. Donc là-dessus, sur ça, il y avait quoi? Il y avait quelques... des remboursements de frais de transport, enfin bref. Et mon livret militaire, je l'ai mis 24 ans au fond d'un terroir. Eh bien, moi je trouve que les jeunes maintenant, ils n'ont pas le caractère que nous avons. Parce que dès qu'il leur arrive un truc, alors c'est simple, ça fait le bonheur des psys. Mais moi, si vous mettez un psy ici, je ne serai jamais rentré là, ici, hein, parce que c'est lui qui sortait ou c'est moi. Hein. Parce que là, de ce côté-là, c'est pas la peine. Le mec, il va venir fou avec moi, c'est sûr. Donc, si vous voulez, c'est bon, c'est dans le caractère. Parce que vous avez des personnes, quand ils ont peur, ils sont figés. Ils sont incapables de bouger. Et vous en avez, c'est là. Ils ont des réactions peut-être bizarres, mais ils vont réagir peut-être pas dans un sens vraiment très formel, si j'ose dire. Mais ils vont réagir. À bien ou mal, ils vont foncer dans le temps. Vous savez ce que... Voilà. Et ça, si vous voulez, j'ai eu cette expérience-là, vous savez comment? Parce que quand j'étais voltigeur, je marchais en tête dans rien à foutre, et de toute façon, n'importe comment, c'est le hasard. Hein. Il y a toujours le hasard du fait. Donc, il faut savoir dominer sa peur. Et quand on dit que quelqu'un est courageux, c'est quelqu'un qui a la trouille et qui domine sa peur. Et par contre, il y a été un moment où j'étais dans la journée, j'étais dans, mais toute la fois qu'il y avait une patrouille de nuit, j'étais toujours le dernier. Alors là, je n'aimais pas cette place-là. Parce que là, il faut marcher en reculant. Et il faut en plus
toujours rester en contact avec le chef de section, avec ceux qui sont devant. Et un beau jour, je me suis foutu en boule. Je ne devais pas être de bon poil le jour-là. Je chope le second, je m'amène dessus, et j'ai dit j'en ai marre de tes conneries. J'ai dit quand on est en patrouille de nuit, c'est toujours moi qui est derrière. Alors j'ai dit j'en ai marre. Le gars, qui était plus gros que moi, parce que je suis quand même pas une terreur, il m'attrape, il me soulève, il me secoue, il me repose, il dit « Qui veux-tu que je mette derrière ?» Qui veux-tu que je mette derrière? Alors là, je suis resté estomaqué, et puis j'ai réfléchi, j'ai dit « S'il veut que je sois derrière, c'est parce qu'il n'a pas confiance aux autres. » Eh bien, et ça, je l'ai vu plus d'une fois, ou des fois, je l'ai gueulé. C'est que entre le chef de section, qui lui, théoriquement, se trouve toujours à peu près au milieu de la section, eh bien, quand il communique un ordre, et que les autres doivent le recommuniquer aux autres, et puis que ça n'arrive pas, ben l'autre derrière, il fait quoi? Alors, vous voyez, donc je dis une chose, c'est que dans l'armée, puisqu'on parle l'armée, eh bien, il y a quand même une certaine forme de caractère où les chefs de section, le commandement, si je vais dire comme ça, il faut qu'ils tiennent compte de la personne. Et il est obligé. S'il veut que ça soit efficace, il est obligé. Pendant tout le temps que j'étais à la marine, j'ai été payé à 40 centimes par jour d'anciens francs. Ce qui fait, si je ne me suis pas trompé, 2 centimes d'euros, 6 par jour. Ce qui donne, pour un mois, environ 0,78 €, voilà. Donc, moi j'estime, en tant qu'ancien combattant, je ne dois rien à personne. Voilà, ça, à ce prix-là, vous aurez une catégorie d'individus, alors là, attention, je ne sais pas si vous le mettrez sur le journal, qui diront, ben ça a été un con, ou ça a été un courageux. Mais comme il n'y a ni médaille pour les uns, ni médaille pour les autres, ben voilà la traduction que je peux faire.